confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Vous devriez avoir un chat sur la droite pour nous confirmer ça. On commence pile à l'heure. Du coup, bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, avec Sarah, on va vous parler Sales Ops sur HubSpot, comment maximiser l'efficacité commerciale. Je vais peut-être laisser Sarah se présenter en un mot. Merci beaucoup Caroline, bonjour à tous. Je suis Sarah Rouhani, consultante Revenue Operations chez Markentive depuis bientôt 3 ans. Revenue Operations, en gros, j'aide mes clients à aligner leur processus marketing, sales et service client autour d'un outil comme des outils CRM, ça peut être HubSpot, Salesforce ou d'autres outils. Et du coup, Caroline Verbruge, et tout pareil que Sarah, nous avons le même métier chez Markentive. Pour vous présenter très rapidement Markentive, donc on existe depuis un peu plus de 10 ans, on a été fondé en 2013. On est constitué de 2 business units, donc la business unit RevOps à laquelle Sarah et moi appartenons, et une business unit growth qui, elle, va se concentrer du coup sur, comme son nom l'indique, générer plus de leads et mieux les qualifier, mieux les convertir, etc. Donc, avec notre BU Growth. On a aussi un pôle tech qui va nous aider sur le développement des synchros, sur le design des websites, le design des landing pages, etc. Aujourd'hui, chez Markentive, on est une 40aine de consultants experts. On a accompagné plus de 50 clients. On est répartis dans toute la France. Nos bureaux sont à Paris, mais on est un certain nombre à travailler en région. Et donc, vous voyez le point en bas à droite à Valence, c'est moi. Sarah est dans le point à Paris. Et on en a d'autres un petit peu partout en France. Comme vous pouvez le voir, une certaine popularité pour le Sud-Est. Important, on est certifié ISO 27001, donc c'est la certification de sécurité, et également Calliope, puisque nous formons nos clients à l'utilisation de HubSpot, au processus, etc., et aussi à l'utilisation d'autres outils. Du coup, on est intégrateur de solutions CRM. Comme je vous le disais, on a accompagné plus de 500 clients. On n'est pas cantonné qu'à la France, on accompagne aussi des clients à l'international. On a déployé des outils chez plus de 250 clients avec une refonte complète de toute l'architecture data. Et tous nos projets sont menés à bien entre 1 et 5 mois selon la complexité, le nombre de users à onboarder, etc. etc. On va travailler du coup à la fois sur la migration des données, donc des systèmes existants vers les nouveaux systèmes. On va aussi travailler sur les synchronisations pour faire parler les systèmes entre eux. Sur des synchronisations entre HubSpot et Salesforce, entre Salesforce et un outil de marketing automation, etc. etc. L'architecture de la data, on va en parler aujourd'hui, qui est essentielle dans tous nos projets. On sait aussi faire de l'intégration custom. Donc, si vous avez des applications métiers in-house type ERP, Datamart, etc. ou d'autres solutions, on a notre pôle tech, du coup, qui sait faire ces intégrations-là, mais aussi des automatisations complexes en passant par du make, du custom code ou des choses comme ça. Et aussi, bien sûr, puisque un projet n'est rien sans reporting, on travaille aussi beaucoup sur la partie data viz et BI. On est du coup partenaire HubSpot. Aujourd'hui, on va vous parler essentiellement de HubSpot. Vous le verrez, on va faire beaucoup de démos avec Sarah parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de vous montrer un petit peu les choses. Donc, on est au plus haut niveau de partenariat HubSpot. On est Elite Partner, premier partenaire en France, top 3 Europe et top 5 monde. Et vous pourrez aller visiter notre page partenaire HubSpot sur laquelle figurent les témoignages de nos clients. Revenons-en au sujet du webinaire. Sarah, Sales Ops, c'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, on va commencer par quelques chiffres clés avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a quelques stats. Aujourd'hui, 30% des professionnels commerciaux trouvent que l'alignement manque entre les équipes marketing et les équipes sales. Ils ont l'impression que chaque service fait un peu sa vie de son côté, qu'il n'y a pas forcément d'alignement, il n'y a pas de règle de transmission de lead. On ne sait pas ce qui fait si un lead est qualifié, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir le transmettre à l'équipe commerciale à un moment donné. Et on n'a pas non plus de feedback de l'équipe commerciale sur les leads transmis par le marketing. On n'a pas de tracking forcément du ROI généré par les efforts marketing.
ce qui crée forcément de la frustration et du manque d'alignement entre ces équipes. On a aussi 45% des commerciaux qui trouvent qu'ils utilisent trop d'outils dans leur tool stack aujourd'hui. On le voit aussi chez nos clients en tout début de projet. Ils vont avoir un peu des spreadsheets, donc des G-sheets, des Excel un peu partout pour faire du suivi en plus du CRM, si parfois ils ont un CRM pour que ce soit du suivi des leads, d'événements, de salons, etc., qui ne sont pas donc connectés ou importés dans le CRM. Ils ont des devis, des outils de devis, des outils de facturation, pareil, qui ne sont pas connectés, des téléphonies où parfois ils appellent juste avec leur téléphone et donc ne loguent pas leurs activités dans le CRM, et des scrapping qui ne sont pas connectés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont utilisés et forcément de la déperdition d'informations. On ne va pas pouvoir suivre toute l'activité commerciale et la centraliser au sein du même outil. Et pour finir, 40% des entreprises seulement déclarent une adoption presque totale du CRM par les équipes commerciales. Donc, on a 60% des entreprises qui trouvent, qui estiment que les commerciaux n'adoptent pas complètement le CRM. On va voir aujourd'hui pourquoi tout ça et comment le métier de Sales Ops va venir remplir un peu toutes ces lacunes et aider les commerciaux à maximiser leur vente et adopter l'outil CRM. Donc, le rôle du Sales Ops. Le Sales Ops a pour objectif, comme je disais, de maximiser l'efficacité commerciale. Il va intervenir sur 3 piliers principaux. Le premier, ça va être les process. Process, c'est un mot qu'on va entendre à longueur de journée lorsqu'on est Sales Ops ou RevOps, et c'est très important. Le premier point sur lequel il va intervenir, ça va être, comme on le disait juste avant, l'alignement entre les équipes marketing et les équipes commerciales. C'est très important pour les deux équipes de comprendre le buyer journey, le parcours client. Les deux équipes donc, doivent le comprendre et savoir quelles informations demander à chaque étape de ce funnel, ce qui fait qu'un lead est qualifié, à quel moment je vais devoir le transmettre à l'équipe commerciale, et pareil, mettre en place des SLA, donc des Service Level Agreements, entre les deux équipes, où le marketing va dire à l'équipe commerciale, je vais te fournir tant de leads, on va dire, par semaine, à condition que le commercial s'engage à traiter ces leads en maximum. Et là, on définit le temps, le délai entre les deux équipes. Et pareil, le marketing doit exiger aussi de l'équipe commerciale d'avoir des feedbacks sur ces leads. Donc, soit on les qualifie ou les disqualifie. J'ai besoin de connaître la raison de disqualification. Comme ça, on va pouvoir comparer les raisons de disqualification aux sources et se dire, OK, je vais peut-être changer mon message ici, peut-être moins investir ou plus investir sur cette source-là, et ou sinon suivre aussi les transactions créées sur ces leads. Sur un outil CRM comme HubSpot où on a différents hubs marketing, sales, services aussi, on va pouvoir suivre ça de très près, avoir la visualisation très facile et comprendre comment sont traités tous ces leads. Donc voilà, l'alignement entre le market et le sales est très important, que ce soit dans la compréhension du buyer journey ou dans la mise en place de service level agreement entre les deux équipes, au moins dans un premier temps, avant que tout se mette à rouler et que ce soit juste une routine en fait dans les différentes campagnes. Le rôle du Sales Ops, c'est aussi d'identifier tous les points de friction qu'il peut y avoir. Donc, où sont les failles? Est-ce que c'est le contenu qui est proposé par le marketing qui n'est pas complètement aligné avec notre proposition derrière? Est-ce que c'est le pitch de l'équipe commerciale ou peut-être des SDR au début qui doit être retravaillé? Est-ce que c'est les démos qui doivent être retravaillées? Donc, tout ça, on va pouvoir l'analyser en tant que Sales Ops à travers différents rapports. On a des choses comme les journées reports sur HubSpot ou juste analyser le funnel et voir là où on a le plus de taux de déperdition et venir combler ces failles à travers de nouveaux process, en retravaillant les playbooks, en coachant les différents utilisateurs à travers des playlists de coaching, par exemple, d'appels sur HubSpot, etc. Donc, très important d'identifier là où on a le plus de points de déperdition. Et on doit aussi, en tant que Sales Ops, analyser, limite passer 1 ou 2 jours avec
plusieurs équipes commerciales, ça peut être l'équipe SDR, les accounts exécutifs par exemple, et voir ce sur quoi ils passent le plus de temps. Quelles sont les tâches chronophages qu'ils ont au quotidien? Si je vois qu'ils passent trop de temps à rédiger des emails, je vais leur préparer des templates d'emails, les segmenter par produit. Enfin, ça dépend vraiment votre business model, mais on peut créer énormément de templates d'emails sur HubSpot qui font gagner énormément de temps. Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que tout est manuel du début à la fin? Et dans ce cas-là, je vais pouvoir les accompagner au moins au début avec quelques séquences en fonction, encore une fois, du produit, du service, des personas. Donc, une séquence, on va voir ça un peu plus tard en démo. C'est une suite de tâches, d'emails, d'appels pour espérer avoir une réponse des leads, que ce soit un rendez-vous de booké ou une réponse à un mail. Est-ce qu'il passe trop de temps sur l'enrichissement de données? Auquel cas, je vais pouvoir venir plugger des outils comme Zoom Info, comme Cognizant, Clearbit, etc. à HubSpot pour au moins enrichir une partie de la donnée de façon automatique. Bien sûr, on va toujours avoir besoin de la qualification humaine, on va dire, d'un représentant commercial, mais c'est très important aussi de pouvoir les accompagner avec des outils pour qu'ils passent un minimum de temps à faire toutes ces tâches. Et juste après les process, donc le deuxième pilier, ça va être les outils. Le SalesOps va devoir rationaliser les différents outils utilisés par les commerciaux pour gagner en productivité. Pareil, quand on passe du temps avec les commerciaux pour comprendre ce sur quoi ils passent beaucoup de temps, on va aussi avoir de la visibilité sur les outils. C'est important de faire un audit, on va dire, de l'instance et des différents outils qu'utilisent les commerciaux, vérifier s'il y a des connexions, comme on disait un peu plus tôt, entre les outils de téléphonie, le RP, comme le montre ici le schéma, s'il y a des outils de prospection à part, tels que l'Embis, qui peuvent très bien se plugger à HubSpot, des outils de réunion, on peut très bien utiliser les Meeting Link. HubSpot a abandonné un peu les autres applications qui pouvaient nous servir à ça avant d'adopter un CRM. Donc voilà, faire un audit et s'assurer que les sales ont au sein du CRM les éléments nécessaires pour loguer leurs calls et leurs activités, être productif au maximum sans jongler entre plusieurs fenêtres, plusieurs outils. Vous verrez à la fin de cette présentation qu'on a mis à votre disposition une checklist pour faire par vous-même un audit de votre instance, faire un état des lieux et on a mis tous nos conseils pour optimiser tout ça et donc que ce soit niveau outil mais aussi niveau process. Et le troisième et dernier pilier, avant de laisser la parole à Caro, ça va être la data. Donc, c'est bien beau de mettre en place des processus, un audit, des outils, etc. Mais c'est la data derrière qui va nous permettre de savoir si ce qu'on a mis en place a apporté des résultats ou non. Est-ce que les routines que j'ai mis en place ont apporté des résultats? Et grâce à ça, pour avoir tout ça, on va faire du reporting, que ce soit sur la productivité des équipes, sur la complétion des données dans le CRM. Je peux juste faire un dashboard simple où je me dis tous les points de qualification doivent être remplis sur plusieurs rapports différents. Donc, créer tous ces rapports et suivre le taux de complétion de façon hebdomadaire, mensuelle avec les managers. Expliquer aux managers commerciaux comment lire ces rapports, comment les analyser, comment filtrer par utilisateur, par période, etc., pour qu'ils puissent aussi challenger les équipes commerciales pour que la donnée corresponde pour que les résultats correspondent à tous les efforts que vous auriez mis en place juste avant. Et je passe la parole à Caroline pour nous parler un peu plus de la donnée, nous montrer tout ça en process et sur HubSpot. Ouais, merci Sarah. Donc effectivement, on l'a dit, le premier allié de l'efficacité commerciale, c'est la donnée. Sans donnée, c'est compliqué de tirer des conclusions et de faire quoi que ce soit. Vous le savez, la donnée, c'est vraiment une denrée précieuse. On dit même que c'est la première richesse des entreprises. Sans leurs données, les entreprises ne sont rien. Et il arrive encore beaucoup trop souvent que ces données elles soient éclatées entre plusieurs systèmes qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Et que sur la partie commerciale notamment, ça arrive chez encore beaucoup d'entreprises que les datas soient stockées dans des fichiers individuels que possèdent les commerciaux, auxquels n'ont accès
que si un commercial part, si un commercial est absent, on peine à avoir accès à cette donnée, etc. Donc, on a vraiment un gros enjeu là-dessus parce que si on perd la donnée, on perd du business de manière très concrète. La donnée, du coup, elle doit être centralisée, elle doit être partagée entre les équipes. La donnée, elle n'est pas seulement faite pour les équipes commerciales parce qu'aujourd'hui, on parle de sales ops, mais on doit aussi être en mesure de faire passer les informations d'une équipe à l'autre, du marketing qui est au tout début du funnel qui va nous générer des leads, aux sales qui vont traiter ces leads, les transformer en opportunités commerciales. Et une fois que les opportunités commerciales sont gagnées, comment est-ce que je fais passer les infos au service client qui va potentiellement prendre le relais ou au service support, type compta, facture, etc., qui vont devoir derrière assurer ces éléments-là. On peut avoir aussi des équipes de customer success à qui on a besoin de faire passer des infos, qui ont besoin d'organiser des meetings avec les clients et ils ont besoin du coup d'avoir accès à toutes ces données. Du coup, pour savoir qui doit avoir accès à quoi, quand, comment, etc., la donnée, elle doit être structurée. Il faut identifier quelles sont les infos qui sont essentielles à chaque équipe, sans lesquelles on ne peut pas considérer qu'un lead est qualifié, on ne peut pas considérer qu'une opportunité est qualifiée, etc., etc. Et qu'est-ce que je dois renseigner dans le système? À quelle étape? À quelle étape je devrais obligatoirement disposer de ces informations? Et enfin, il faut s'assurer que la donnée est accessible aux bonnes personnes et au bon moment. Ça nous est arrivé, je pense, autant à Sarah qu'à moi, d'avoir des clients pour lesquels la donnée pouvait être une denrée assez sensible, notamment en termes de division par équipe, etc., de visibilité de la donnée. Il existe notamment dans HubSpot des moyens de restreindre des accès à certaines données en fonction des profils, en fonction des équipes, en fonction des rôles, etc., etc. Et on peut même aller dans une granularité propriété par propriété, champ par champ, de ce à quoi on peut avoir accès pour s'assurer vraiment que chacun ait accès aux bonnes infos et uniquement aux bonnes infos. À cette slide, je vous passe dans l'outil. Je vais passer dans HubSpot. Hop. Sarah, je te laisse me confirmer que c'est bon. Yes, c'est bon. Super, merci. Donc, on a créé avec Sarah une instance exprès pour le webinaire du jour. Donc, ne vous étonnez pas si c'est un CRM avec peu de data. On s'est fait plaisir sur les entreprises avec lesquelles on travaille. On travaille avec Google, Marketing, HubSpot, que du high level. On ne travaille pas avec moins que ça. Donc, je vous parlais de structurer la donnée. Dans le CRM, vous allez pouvoir justement répartir les données entre ce qu'on va appeler des objets. Vous avez différents objets dans HubSpot. Vous avez les contacts. Les contacts, ça va être les personnes physiques comme Sarah, comme moi. Vous avez les entreprises. Les entreprises sera les personnes morales. Ça va être Marketing. Les transactions, ça va être les réelles opportunités commerciales qu'on va avoir identifiées. Et si jamais vous choisissez aussi de gérer la partie service client dans HubSpot, vous avez accès aux tickets. Donc, typiquement, les demandes entrantes des clients, la gestion du ticketing. On va se concentrer ici sur les comptes. Quand vous rentrez sur un compte ou sur un contact ou sur une transaction, ça marche toujours de la même manière dans HubSpot et c'est ça qui est chouette. C'est que sur la gauche, vous allez avoir en haut les points de contact. Donc, les points de contact, Sarah vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est je veux rapidement laisser une note sur le compte, je veux envoyer un email, je veux passer un appel, etc., etc. Et vous allez pouvoir regrouper les informations essentielles à propos de cette entreprise, d'ailleurs qu'on va pouvoir demander aux sales de compléter, donc ils vont pouvoir modifier les propriétés et les compléter. Et aussi des informations, par exemple, de qualification, parce que moi, dans mes processus, je demande à mes commerciaux de qualifier le BANT, par exemple. Ça peut être n'importe quelle typologie. Et on peut, ce qui est intéressant, les données, c'est bien de les mettre à disposition, c'est bien de se dire qu'on va les renseigner et qu'on va les mettre, on va les avoir et qu'on va pouvoir segmenter la base et faire plein de choses et c'est génial. Mais à un moment donné, si on ne force pas, entre guillemets, les personnes à compléter les infos, elles ne seront pas complétées. Donc, on a des petits systèmes dans HubSpot qui sont intéressants, qui vont nous permettre d'automatiser un peu, de forcer les commerciaux à remplir des infos. Typiquement, Google France, non mais vraiment, je disqualifie, ils ne sont pas dans la cible. Ça peut arriver. Et ben moi, on va me demander automatiquement, il faut me dire pourquoi tu disqualifies, parce qu'on ne disqualifie pas un compte comme ça. Donc, je vais pouvoir renseigner une disqualification. Google France est un auto-entrepreneur. Aucun sens, mais ce n'est pas grave, c'est l'effet des mots. Voilà, on va pouvoir forcer la complétion de certaines propriétés comme ça. Vous allez pouvoir mettre en place des logiques conditionnelles et des règles conditionnelles pour justement vous assurer que la donnée est bien renseignée à chaque fois. Sur la partie centrale, vous retrouverez l'intégralité des activités. Donc, toutes les communications, si jamais vous avez connecté votre adresse mail, si vous avez connecté votre compte LinkedIn, etc., vous le verrez là.
les réunions, les tâches que vous aurez eues avec ce compte ou avec un contact, par exemple, et toutes les différentes mises à jour. Donc, si j'ai des synchronisations, si ça passe par des automatisations, etc., j'aurai l'info. En termes de structure de la donnée aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir lier les éléments les uns aux autres. Il n'y a rien de pire dans un CRM que de se dire « Attends, Google, il faut que je me rappelle de qui sont les contacts qui travaillent chez Google et attends, parce qu'il faut que je les cherche. » Enfin, c'est infernal, on l'a vu dans plusieurs outils qui existent. Et vous allez pouvoir, sur la partie de droite, vraiment structurer le compte. Là, je suis sur le compte de Google France et j'ai vraiment une vue compte. Je vois que Google France, sa parent compagnie, c'est-à-dire sa maison mère, c'est Google. Et je peux accéder au compte Google en un seul clic. Je n'ai pas besoin de sortir, rentrer, etc. Je peux vraiment naviguer de l'un à l'autre. Et je vais avoir les différents contacts qui sont associés. Donc, par exemple, je sais que Alice, elle est Head of Marketing chez Google France. Julia, elle est Head of Sales chez Google France, etc. Et idem, je peux accéder en un seul clic à ces éléments-là. Donc, vous pouvez structurer la donnée, imposer la complétion de propriétés, compléter des propriétés aussi de manière automatique par workflow en se basant sur des déclencheurs. Par exemple, si un contact soumet tel formulaire, alors je vais automatiquement qualifier une phase de cycle de vie, un statut du lead, etc. Et ce qui est aussi très intéressant dans des outils comme HubSpot et qui relève du coup du rôle du SalesOps, Sarah vous l'a dit, c'est de s'assurer que la donnée est complétée, qu'elle est qualifiée, qu'elle est utilisée, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à des tableaux de bord vraiment dédiés à la qualité de la donnée. Donc, pour s'assurer que s'il y a des anomalies de propriété, si vous avez des doublons, voir un peu l'état des différentes fiches d'information, s'il y a des problèmes de formatage, du doublon, et vous allez pouvoir accéder aux listes pour pouvoir corriger à chaque fois tous ces doublons, etc. Vous pouvez aussi suivre les propriétés. On l'a dit, la donnée, c'est hyper important. Par contre, des fois, on a 5 propriétés pour faire la même chose. On n'a pas documenté nécessairement notre modèle de données avec toutes les infos qu'on doit qualifier. Donc, on peut se retrouver avec des propriétés non utilisées, sans données ou en doublon. Et ça nous permettra derrière de mettre en place des actions correctives pour se dire, attends, si dans cette propriété, je sais que j'ai 0 donnée qui est qualifiée, peut-être qu'elle n'est pas utile ou peut-être que j'ai raté quelque chose dans le processus pour la rendre obligatoire. Donc, ça nous permet de tirer autant d'enseignements qui sont hyper intéressants. Et dernière chose, je viens de vous parler du modèle de données. Là, c'est un modèle de données complexe, le plus complexe qu'on puisse faire à peu de choses près, c'est volontaire, c'est notre instance de test Marketive où on essaye toutes les nouveautés produits. Mais en gros, l'idée qui est importante, c'est qu'ici, vous allez pouvoir afficher tous les objets que vous avez à disposition dans votre CRM. Donc, vous avez vraiment une vue d'ensemble globale. Et vous allez, pour chaque objet, pouvoir voir avec quoi je peux associer ces objets. Je vous ai montré tout à l'heure, je peux associer une entreprise avec une autre, des contacts avec une entreprise, etc. Et bien là, je vais pouvoir aller visualiser justement toutes ces associations. Donc, je sais que les entreprises, elles peuvent être associées à des contacts, à des tickets, etc. etc. Et j'ai vraiment cet aperçu d'ensemble pour m'assurer du coup de la structure de mon modèle de données et que j'associe bien les éléments qui vont ensemble les uns aux autres. Je repasse rapidement ici, juste pour vous faire une intro sur la deuxième partie. Du coup, donc on a parlé de données. Sarah vous le disait aussi en intro, les process. Les process, c'est essentiel dans le rôle du SalesOps. En gros, ce qu'on va devoir faire quand on est SalesOps, c'est déjà, on va identifier, modéliser les processus actuels. C'est le moment où on va poser 50 millions de questions à nos clients ou aux équipes. Qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les outils, c'est quoi les KPI, etc. Comment on mesure qu'on y arrive. Ensuite, on identifie les points de friction. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, etc. Et ensuite, on va co-construire de nouveaux processus optimisés. L'idée étant d'éliminer ce qui peut être éliminé d'un point de vue manuel, de pouvoir gagner en efficacité. Et comment on va s'assurer qu'on gagne en efficacité là-dessus? Ce travail, il doit se faire vraiment main dans la main. Là, on a mis avec la direction commerciale et les équipes opérationnelles parce qu'on est dans le cadre du SalesOps, mais ça marche pareil sur des cas d'usage marketing ou service client. Il faut que la direction intervienne parce qu'ils ont une vision généralement plus globale, plus long-termiste. Mais les équipes opérationnelles, c'est celles qui vont mettre en place les processus et qui vont les utiliser tous les jours. S'ils ne sont pas intégrés dans ces réflexions, je vous le dis d'avance, vos processus, ils ne vont
pas tenir très longtemps et pas être très respecté. Et chose qui est extrêmement importante et qui est vraiment inhérent au rôle du Sales Ops, c'est qu'on va perpétuellement itérer. Parce que même si on va mettre en place des processus optimisés, il y a toujours des choses qu'on pourra encore plus optimiser. On va faire une V1, V2, V3, V4, V12. Et c'est ça aussi l'intérêt du rôle des Sales Ops, c'est qu'on peut toujours trouver mieux à faire. Je vous partage un petit exemple qu'on a compilé. C'est issu de choses qu'on a vues chez les clients. On a anonymisé, évidemment. Mais je vous partage un peu que vous ayez en tête le processus actuel de qualification des leads chez un de mes clients. Donc, les leads arrivaient, les leads entrants, là, je ne parle pas de prospection, etc. Vraiment, les leads entrants, ils arrivaient par le formulaire de contact ou le formulaire de démo qui était hosté en externe sur un outil qui n'était plugué à rien du tout. Donc, du coup, l'équipe marketing devait créer manuellement tous les leads dans un Google Sheet partagé. Et les SDR, du coup, ceux qui allaient traiter ces leads, devaient chaque jour se connecter sur ce fichier pour regarder les leads et voir ce qu'ils pouvaient en faire. Quand il y avait des appels entrants, ça arrivait chez les back-office ou les Customer Success Managers et ils envoyaient un Slack dans un channel commun. Il y a un nouveau lead, il y a un nouveau lead, il y a un nouveau lead. Je vous passe le nombre de fois où des leads sont passés à travers mes mails du filet. Donc, on se retrouvait avec le responsable SDR qui préqualifiait les leads dans le fichier Excel parce que, indifféremment de si c'était intéressant ou pas, tous les leads étaient créés dans le fichier Excel. Donc, il pouvait disqualifier. Donc, il mettait à jour un statut dans le fichier Excel pour dire non, mais ça, on ne va pas les traiter. Et si c'était qualifié, il allait dans le CRM. Ils avaient un CRM. De manière très honnête, c'était plus un ERP dont l'usage avait été un peu shifté vers le CRM que réellement un CRM. Donc, il créait manuellement la société, le contact dans le CRM. Il assignait manuellement les contacts et les sociétés aux différents SDR de son équipe. Et ensuite, les SDR faisaient la qualification, etc. Une fois la qualification faite, il proposait une démo. La démo était acceptée. Ça passait chez les sales qui s'occupaient du devis, du closing, etc. Et à la fin, quand on gagnait, on envoyait pareil un message dans un channel Slack global avec tous les CSM pour leur dire « Et on a un nouveau client, ce serait bien de faire l'onboarding. » Pareil, je vous laisse imaginer les frictions. Donc, ce qu'on a fait avec ce client, on a listé les frictions. Les frictions, c'est qu'il y avait trop d'activités manuelles, qu'il n'y avait pas de suivi, qu'il n'y avait pas de relance, pas de visibilité sur le CRM, etc. Que ça prenait du temps de faire du reporting. Il fallait compiler le market, les sales, le fichier Excel, le CRM. C'était l'enfer. Et on a récolté les besoins de toutes les équipes. Les équipes marketing, ça les gonflait de devoir tout faire dans un Google Sheet. Ils n'avaient pas trop d'aperçus. Une fois que les comptes contacts étaient créés dans le CRM, ils ne savaient pas ce qu'ils devenaient. Les responsables SDR, tous les lundis matins, le responsable SDR, il passait une demi-journée entière à assigner des leads. C'était son cauchemar, c'était l'enfer pour lui, il n'en pouvait plus. Les équipes SDR, elles ne pouvaient pas trop stocker les infos, elles ne pouvaient pas loguer des activités de manière automatique ou semi-automatique, elles n'avaient pas de visibilité sur leur performance. Et les équipes sales, c'était un petit peu pareil, la visibilité sur la performance, une semi-automatisation, etc., etc. Et on avait listé les KPI à suivre, donc pour toutes les équipes. Et du coup, le processus qu'on a recommandé quand on les a passés dans HubSpot, c'est premièrement vos formulaires, on va les plugger HubSpot déjà. On fait un premier branchement, et tiens, ça change la vie du marketing parce que maintenant, ils sont dans HubSpot et tous les contacts, ils sont créés automatiquement dans HubSpot. Les appels entrants, par contre, on devait garder la création manuelle dans HubSpot puisqu'on n'avait pas de moyen de le plugger, mais encore une fois, en V1. Il n'empêche que ce process peut être optimisé en V2, V3, etc. Automatiquement, le responsable SDR était notifié pour faire une qualification. On avait une étape automatisée pour virer tous ceux qui étaient stagiaires, étudiants, etc. Tout ça ne passait même pas dans ce funnel. Et si c'était qualifié, on faisait une assignation automatique des leads en round robin. Donc, ça veut dire qu'on prenait l'équipe SDR et on faisait une distribution équitable du nombre de leads par SDR. Donc, on assignait en round robin. On loguait tous les rendez-vous, les meetings, etc. dans le CRM. On notifiait les sales automatiquement. Et à la fin, quand l'opportunité était gagnée, on avait plugué Slack, pareil, pour envoyer automatiquement un message au CSM et on leur crée une tâche pour leur dire voilà le nouvel onboarding à préparer, etc. Donc, vous le voyez, les processus, c'est vraiment important parce que déjà, ça permet de poser les choses et souvent, on se rend compte de certaines choses en posant les processus desquels on n'a pas forcément conscience et desquels les commerciaux n'ont pas forcément conscience.
Alors, j'ai une question de Marion. Ça veut dire que le tableau de suivi des leads était dans l'onglet prospection de l'équipe SDR. Et bien justement, Marion, vous nous faites une transition magnifique avec ce que Sarah a prévu de vous montrer juste là maintenant tout de suite. Je te passe la parole, Sarah, du coup, sur la partie démo. Merci, Caroline. Hop, je prends un partage d'écran. Je te laisse me dire si c'est OK. Vous voyez bien l'écran? Oui. Très bien. Alors, je vais commencer donc ma démonstration sur HubSpot avec quelques outils de productivité qu'on aime bien recommander à nos clients, et ça répond aussi, donc ça rejoint ta question, Marion, quant au suivi des leads et la gestion de la prospection. HubSpot a lancé, récemment, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, sa prospecting area. Donc, ça va être cet espace de travail où les SDR ou parfois même les commerciaux en général sont censés pouvoir passer leur journée sans trop naviguer à droite à gauche. Donc, j'arrive dessus, je vais avoir une vue sur toutes mes tâches, donc que ce soit tout ce qui est en to-do, tous les emails que je dois faire, les appels que je dois passer. Là, je vois qu'aujourd'hui, j'ai bien fait mon travail et que j'ai tout fini. J'ai quand même 15 tâches en retard, et je peux aussi voir celles que je dois faire bientôt. Les séquences, on reviendra dessus dans quelques minutes, mais c'est aussi un outil très important dont on vous a parlé un peu plus tôt. Ici, je vais avoir une vue assez rapide sur mon agenda pour juste pouvoir visualiser les appels et les points que je vais faire dans la journée. Et là, j'arrive à la partie lead où ils sont segmentés par étape, on va dire, par statut de traitement. Donc, je vois que j'ai 18 leads qui m'ont été attribués récemment, 33 que j'essaie de joindre, 4 avec lesquels je suis en contact et aucun en cours de qualification. Encore une fois, c'est une instance de test, c'est pas réel tout ça. Et si je passe à la partie sales, c'est ça. Et si je passe à la fenêtre lead, là, j'ai encore plus de visibilité sur tous mes leads. C'est l'objet principal de cet espace de travail. Donc, déjà, j'ai accès à des filtres assez rapides pour pouvoir filtrer, on va dire, par source, par entreprise, par si c'est un compte target, un compte cible ou pas, s'ils sont dans des séquences commerciales précises. Je peux bien sûr utiliser d'autres filtres parce qu'il est possible maintenant de créer des propriétés custom de leads. Et là, je peux voir donc tout le statut de tous mes leads, la dernière fois que je les ai contactés, la prochaine activité si j'en ai, et si j'en ai pas, j'ai l'option de me créer une tâche ou de booker une réunion assez rapidement avec eux. Et si je vais sur un lead, par exemple, là, je prends Thomas, qui est un collègue à nous. J'ai de la visibilité, j'ai une petite overview sur l'évolution de ce lead, son entreprise, les communications récentes qu'on a eues avec Thomas. Et j'ai aussi le moyen de pouvoir l'enregistrer, l'inscrire directement dans une séquence. Si je clique ici dans séquence, et on va pouvoir, encore une fois, voir un peu le contenu des séquences juste avant. Donc, je peux le faire manuellement. Et encore une fois, vraiment dans l'optique de rester dans le même espace de travail, ne pas naviguer entre plusieurs onglets, plusieurs fenêtres et perdre du temps, je vais aussi pouvoir créer des transactions directement depuis mon espace de prospection. Là, on va dire que Thomas est qualifié. Je veux dire qu'il est qualifié et lui créer une transaction. Là, si je choisis Qualified, ça me propose directement de créer une transaction dans le pipeline de mon choix, qualifier la transaction et après passer, pourquoi pas, sur l'objet transaction et mes pipelines. Donc là, c'était la partie lead, mais il y a encore plus de choses à voir dans la prospecting area. Je vais aussi avoir là une vue sur mon calendrier. Je peux voir les contacts avec lesquels j'ai des réunions aujourd'hui, filtrer mes tâches sur mon calendrier par type de tâche et avoir une visibilité par semaine, mois, etc. Et la chose qui est particulièrement appréciée par nos clients, ça va être ce fil d'actualité où on va voir ce que font nos contacts ou les contacts qui sont nos leads, ou les leads qui sont associés aux entreprises qui nous appartiennent. Donc là, je vois que Sarah a vu un document important, que Camille a soumis un formulaire. Donc, j'ai vraiment de la visibilité sur toutes les actions importantes qu'ils font parce que tout est traqué sur HubSpot. Si j'ai l'extension HubSpot connectée à Google, à mon navigateur, je vais pouvoir être notifiée en temps réel lorsque ces actions sont menées et c'est super intéressant. Je vais pouvoir
me laisser quelques minutes, appeler le contact pour rebondir sur l'action qu'il vient de faire, parce que je sais que le contact est en train de penser à mon entreprise, il vient de voir telle ou telle présentation. Et déjà, on sait que la personne vient de penser à nous et ça rajoute beaucoup de contexte à toutes les actions que font nos clients. Donc ici, je peux tout filtrer par type. Donc si je veux voir que les clics sur mes emails, que les documents visités ou uniquement les formulaires soumis, je vais pouvoir filtrer comme ça et charger d'autres activités. Et je peux aussi mener des actions directement depuis ce fil d'actualité. Là, par exemple, si je clique sur appel ou email ou créer une tâche, je vais pouvoir le faire assez rapidement et ça sera associé au contact, au lead qu'est Camille et à son entreprise. Du coup, Marion, pour répondre à la question, oui, on avait basculé du coup les SDR dans le tableau de suivi des leads. Et l'idée, c'était que comme eux, ils étaient vraiment entre le market et les commerciaux derrière qui prenaient le relais sur les opportunités, ils qualifiaient vraiment du coup les leads étape par étape et ils faisaient exactement ce que Sarah a montré. Une fois que c'était qualifié, créer l'opportunité et la signer au commercial qui ensuite pouvait gérer la démo, etc., etc. Un deuxième outil de productivité qu'on aime beaucoup utiliser, surtout lorsqu'il y a des nouveaux arrivés chez nos clients, si on est en phase d'onboarding de nouveaux collaborateurs, ou juste pour instaurer encore une fois une routine et introduire les bonnes habitudes de qualification. Donc, on peut très bien qualifier les propriétés, les différents champs, comme le montrait Caroline tout à l'heure, manuellement. On peut le faire aussi par workflow et donc juste automatiser la complétion de certains champs. Mais on aime bien aussi accompagner nos utilisateurs avec des outils comme les playbooks. Donc, c'est des guides conversationnels. On peut en avoir sur tous les objets, donc les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, en recommander aussi en fonction de la phase du cycle de vie, du type de client, du persona, etc., pour que ce soit très contextualisé. Et là, si je clique par exemple sur qualification, je vais pouvoir qualifier une transaction qui est associée à Google France. Donc, j'ai plein de questions ici. En fait, les réponses que je vais mettre ici vont mettre à jour mon modèle de données, vont mettre à jour mes différentes propriétés. Donc là, ça peut vraiment être un déroulé d'appels, des recommandations que je vais proposer à mes utilisateurs. Là, en l'occurrence, c'est que des questions, mais ça peut très bien être des cheat sheets, des petites recommandations que je mets à mes commerciaux, des vidéos, des liens, etc., pour qu'ils puissent faire son appel, que ce soit de démo, de qualification, ou même pour le service. Et en même temps, renseigner le data model et laisser des notes si besoin, taguer ses collaborateurs, son manager, etc. et enregistrer ça en tant qu'activité. Donc là, par exemple, pour le budget, je vais répondre à ça assez rapidement, juste pour vous montrer la mise à jour en temps réel. Là, je vais dire, par exemple, qu'ils ont besoin d'un revamp CRM et que c'est pour dans 6 mois. Et je n'ai pas d'infos sur la concu. Je log l'événement en tant que réunion. Et là, je vais voir que mon playbook s'est directement enregistré sur la fiche de l'entreprise. Je peux, encore une fois, commenter, taguer mes collaborateurs et surtout, je vais voir que le BANT s'est mis à jour sur ma transaction qui est associée à cette entreprise. Donc, tout se met à jour en temps réel et ça permet vraiment de faire gagner du temps, énormément de temps à mes collaborateurs. En parlant, juste pour revenir sur les séquences dont je parlais tout à l'heure pendant la démo de la prospecting ARIA. Donc ici, une séquence, ça va être une suite, comme je disais, de tâches, d'emails, d'appels qui vont être automatisés pour la qualification des leads ou juste pour qu'ils puissent booker un rendez-vous avec nous, montrer un intérêt, donc répondre à un email, etc. Donc là, c'est juste une séquence template que HubSpot me propose. J'ai un premier mail, une tâche d'appel, un deuxième mail automatisé qui va partir, une autre tâche qui va se créer pour pouvoir attirer l'attention de mes leads et booker des rendez-vous avec eux et entamer une qualification commerciale, une création de transaction. Donc là, je vais voir juste un sommaire des étapes que j'ai dans ma séquence. Donc les étapes,
les jours nécessaires à la complétion, parce que bien sûr, je vais mettre des délais entre toutes ces étapes, ce qui est automatisé et ce qui est manuel. Donc, les emails vont partir automatiquement, mais les appels, bien sûr, je vais devoir les faire manuellement en tant que commercial. Et ce qui fait que mes leads vont quitter la séquence. Donc, dans mon cas, c'est s'ils répondent à un email ou s'ils prennent rendez-vous avec moi directement via mon lien de réunion. Et bien sûr, je vais pouvoir analyser la performance de mes séquences, tout comme pour les emails marketing. Ici, je vais voir le nombre d'inscrits, le nombre de meetings pris, le nombre de réponses que j'ai reçues par mail, combien de deals j'ai pu créer grâce à cette séquence commerciale et le revenu qui a été généré grâce à cette séquence commerciale. Donc, on va toujours venir analyser les performances de nos séquences et les optimiser. Comme je disais, il y a énormément de templates. Donc, HubSpot nous propose des templates pour la conversion, pour faire des follow-up d'événements si besoin, pour faire des démos de produits, faire des appels, etc. Donc, vous pouvez cliquer sur la séquence de votre choix, sur le template de votre choix et l'optimiser, bien sûr, changer le wording, changer l'ordre des actions, etc. Les séquences utilisent des templates d'email, donc pareil, des templates que les utilisateurs, les commerciaux peuvent utiliser juste en one-shot en envoyant des emails à leurs contacts, à leurs leads, à leurs clients. Mais vous pouvez aussi les inclure, bien sûr, dans les séquences et surtout vous reposer sur les différents templates que propose HubSpot. Ils en proposent pas mal et récemment, il y a plein de mises à jour d'IA sur HubSpot. Donc, vous pouvez très bien juste exprimer votre besoin, l'objectif de votre template email. Et là, HubSpot va vous proposer, l'IA de HubSpot va vous proposer le wording, etc., qui va bien pour convertir un maximum. Dernier outil de productivité avant de passer la parole à Caroline, ça va être les documents. Je trouve que les documents, ça passe un peu entre les mailles du filet. Ce n'est pas très utilisé par tout le monde, alors que c'est pour moi très intéressant comme outil sur HubSpot. En fait, vous allez pouvoir importer sur HubSpot des documents, que ce soit des présentations de votre entreprise, de vos produits, etc. et créer des liens personnalisés que vous allez envoyer à vos leads. Par exemple, j'ai créé un lien personnalisé que j'ai envoyé à mon contact test, qui est moi-même. Et donc, j'ai pu, grâce à ce lien, analyser le comportement que Sarah Rouhani a eu sur ce document. Donc là, si je vais sur les détails, je vois toutes les pages que j'ai visitées et même le temps que j'ai passé par page. Donc là, si vous voyez, vous envoyez une plaquette de présentation, le détail de vos produits, etc., vous pouvez voir exactement les pages visitées, le temps passé sur les pages, qu'est-ce qui intéresse le plus votre lead et pouvoir rebondir dessus. Et ce qui est très cool, c'est que dès que le contact va cliquer sur votre lien, vous allez être notifié encore une fois pour pouvoir rebondir dessus en temps réel et contextualiser votre prise de contact avec vos différents leads. Et je vais laisser la parole à Caroline. Yes. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Sarah, vraiment pour l'avoir testé assez récemment. Toutes les fonctionnalités liées à l'IA que HubSpot a déployées ces derniers mois, je sais que ça peut paraître un peu gadget par moment, on se dit oh là là, encore ChatGPT, mais réellement, HubSpot arrive à être, l'IA d'HubSpot est en capacité de produire des contenus qui sont assez qualitatifs, tant dans les emails commerciaux, et vous l'avez aussi pas mal sur la partie marketing, toute la rédaction de contenu, etc. Et c'est vraiment assez bluffant, donc je vous encourage à le tester si vous avez un peu de temps, c'est assez cool. Du coup, dernier point de ce webinaire, on a parlé data, on a parlé process, comment les déployer, les appliquer dans HubSpot, les automatisations, etc. Et il faut faire du reporting, parce que c'est bien beau de faire plein de choses, mais il faut mesurer la performance. Donc, quelques questions qui sont essentielles à se poser avant de mettre en place le reporting. Pour moi, elles sont essentielles, ces questions, parce que face à un système comme HubSpot qui intègre vraiment tous les outils, toutes les données, etc., on a tendance à se faire un petit peu embarquer
là-dedans et à se dire « Ah, je vais faire tel rapport, à lister, avoir une liste de rapports à faire infinie que finalement personne ne consultera jamais parce que ça n'a pas de sens d'avoir autant de rapports. Et du coup, on aura passé du temps pour faire des choses qui ne servent à rien. » Donc, nous, on recommande toujours de partir des objectifs. Concrètement, c'est quoi les objectifs business de l'entreprise et leur découpage par équipe. Typiquement, l'objectif business, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être une marge, ça peut être une croissance, un pourcentage de croissance, etc. Et on va le décliner par équipe. Du coup, pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai besoin de gagner tant d'opportunités avec un panier moyen de temps. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir tant de leads qualifiés, ça veut dire que j'ai besoin de générer tant de livres, etc. On va remonter vraiment tout le funnel et on va poser ces objectifs à toutes les équipes. Et Sarah vous l'a dit en introduction sur la partie Sales Up, le SLA entre les équipes marketing et sales notamment, il intervient énormément ici sur les objectifs des équipes qui travaillent vers des objectifs communs. C'est des équipes qui sont d'autant plus performantes et surtout, c'est des équipes qui ont besoin d'avoir la visu sur ce que deviennent les leads générés par le marketing et inversement sur d'où viennent les leads que le marketing a gérés. Donc, c'est vraiment hyper important. On aura listé les cas d'usage. Donc, c'est un petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quoi les indicateurs clés qui vont nous permettre de nous assurer que ce cas d'usage il fonctionne bien? Est-ce que ça va être un nombre de contacts ou de comptes créés, un nombre d'opportunités créées, la valeur des opportunités créées, etc. Et dernière question essentielle, qui doit avoir accès au reporting? Il y a eu pas mal d'années par le passé où le reporting s'était vraiment réservé dans les entreprises à une poignée de personnes, plutôt de la direction, qui gardaient jalousement un peu le reporting. Aujourd'hui, Dieu merci, on démocratise un peu plus l'accès au reporting et moi, je pense que c'est extrêmement important de donner accès au reporting sur la performance aux équipes opérationnelles. On peut en plus, dans HubSpot, filtrer pour s'assurer que si il doit y avoir de la confidentialité, etc., n'afficher que ses données à soi et pas celles des autres, etc. Mais vraiment, de pouvoir suivre, c'est hyper intéressant et c'est vachement valorisant aussi pour les équipes. Et ensuite, quelle est la fréquence? Est-ce que je vais vouloir partager mon reporting en interne à des équipes de direction ou en externe à des investisseurs? Ça nous arrive très régulièrement que nos clients partagent le reporting aux investisseurs. Pour rebondir sur ce point de partage de reporting sur HubSpot, vous ne savez peut-être pas, vous avez des fonctionnalités de partage de reporting à des fréquences précises. Donc, vous allez dans les paramètres d'un dashboard et vous pouvez choisir déjà tous les rapports qui vont être envoyés à telle ou telle personne. Ça peut être des utilisateurs du CRM ou non. Et le format sous lequel ils vont recevoir ce reporting. Donc, est-ce que je veux que ce soit un PowerPoint? Est-ce que je veux que ce soit un PDF? Qu'est-ce que j'inclus dedans? Quelle durée je mets? Est-ce que je compare à une durée précédente ou pas? Et c'est très intéressant de pouvoir aussi faire sortir la donnée de HubSpot et la transmettre par mail pour des gens qui ne sont pas forcément tous les jours sur HubSpot, qui ne pensent pas à consulter le reporting. Seul piège dans lequel il ne faut pas tomber, comme disait Caroline, c'est de ne pas proposer trop de rapports, mettre trop d'informations. Il faut vraiment aller à l'essentiel et adapter le reporting qu'on va proposer au niveau de décision et de maturité de la personne qui va recevoir ce reporting. Mais, oui, voilà, Caro nous fait la démo en temps. J'essaie de suivre ce que tu dis. Très bien, merci Caro. On vous a mis du coup quelques exemples. Évidemment, c'est adapté à votre business, à votre manière de faire, à vos KPI, à vos objectifs, etc. Mais nous, généralement, ce qu'on fait, c'est un dashboard qui est filtrable par commercial et qui va permettre au commercial de visualiser vraiment son activité avec ses tâches, ses appels, les meetings, etc. La progression des leads, on en a parlé tout à l'heure avec la question de Marion sur le suivi des leads. Justement, on va reporter dessus aussi pour que le commercial puisse avoir accès à ça. L'évolution des transactions. Donc, même si on a une fonction SDR qui s'arrête à la création d'une opportunité, le SDR va être intéressé de savoir ce qui se passe derrière, que deviennent les opportunités, est-ce que ça signe, est-ce que ça signe pas, est-ce que c'est qualifié, pas qualifié, etc. Et l'atteinte de ces objectifs, on en a assez peu parlé aujourd'hui, mais sachez que, parce qu'on voulait vous faire une démo complète de tout HubSpot, je pense qu'on y passerait des jours entiers. Mais sachez dans HubSpot que vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de paramétrer des objectifs pour vos équipes. Ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, ça peut être des objectifs de nombre d'appels, de nombre de réunions, etc. Sur certaines instances HubSpot, vous pouvez aussi créer des objectifs complètement personnalisés. Attention, ce n'est pas accessible à tous les niveaux de licence. Et du coup, chacun va pouvoir visualiser du coup l'atteinte de ses objectifs.
Et on propose aussi assez régulièrement un dashboard vraiment Sales Analytics qui est là plutôt dédié à la direction commerciale et plus, mais auquel les équipes peuvent également avoir accès en visualisation. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'étudier les pipes d'assez près, d'en tirer des enseignements. On va voir les changements dans les transactions, qu'est-ce qui s'est passé. On peut le faire au mois, à la semaine, au trimestre, etc. En fonction aussi de la longueur de vos cycles de vente. Est-ce qu'on a tendance à mettre des dates de closing, des opportunités très rapides et au final, on les décale tout le temps? Ça peut peut-être être... on va peut-être revoir le processus là-dessus. Est-ce que je demande à mes commerciaux de qualifier le montant très tôt, mais finalement, ils le changent énormément pendant la durée de vie de l'opportunité? Peut-être que je leur demande de le qualifier trop tôt, je vais peut-être revoir le processus, ou on va peut-être mettre en place des routines pour les aider à mieux qualifier les montants. Et on va aussi mesurer la vélocité du pipeline. Je mets combien de temps à closer un deal? Je mets combien de temps à gagner un deal? C'est quoi mon panier moyen? Parce qu'on peut avoir des objectifs, c'est très bien de générer 200 opportunités, mais si le panier moyen est plus faible qu'anciennement, est-ce que l'intérêt est vraiment là? Les taux de conversion, évidemment, à chaque étape. Où est-ce qu'on perd le plus de deals? Pourquoi on perd les deals à cette étape-là? On peut, on vous le disait tout à l'heure, forcer, entre guillemets, la complétion de données dans l'outil CRM. Nous, on recommande à 100% de nos clients, typiquement, quand on perd une transaction, de renseigner systématiquement la raison de perte de la transaction, parce que ça, c'est hyper précieux pour améliorer les processus, tirer des enseignements, etc. Et on va voir aussi les cycles des transactions, etc. Ouais, pardon. Pardon, Caro, on a une question dans le chat qui apparaît de Lisa qui demande comment mettre en place ce genre de reporting, notamment sur les dates de fermeture avancées ou retardées. Donc, c'est juste pour information, c'est ce que vous voyez en cascade là sur la slide de Caroline. Ce ne sont pas des reportings personnalisés que nous avons créés from scratch de A à Z. C'est dans la section Sales Analytics de HubSpot. Donc, ils mettent à votre disposition plein de reporting très intéressants, très poussés pour analyser les pipes, comme vient de l'expliquer Caroline. Donc, on peut choisir d'ajouter ces reportings directement dans des tableaux de bord existants. Voilà, Caro nous montre le chemin pour accéder à ces reportings. Et donc, on va pouvoir les ajouter directement à nos tableaux de bord. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est juste, par exemple, choisir le pipeline que vous voulez analyser parce que ça marche que sur un pipeline à la fois. Donc, choisir le pipeline à analyser et la durée aussi. Est-ce qu'on veut comparer ce mois au mois précédent? Est-ce qu'on veut que ce soit de l'annuel, du quarter, etc. Et voilà, une fois que tout le paramétrage est fait, on ajoute ça juste au pipeline. Ce qu'on vous recommande de faire aussi pour ce genre de rapport un peu poussé, peut-être qui peuvent paraître un peu intimidants à lire, si tu repars sur la présentation, Caroline, c'est d'ajouter des sections de description, de texte à vos tableaux de bord. Vous voyez là, tout en haut à gauche, on voit du texte, un peu plus en bas, on voit du texte aussi qui explique. Et en fait, c'est très important d'expliquer aux managers, au moins dans un premier temps, lorsqu'on implémente ce genre de rapport, à quoi sert ce rapport, comment le lire, comment comparer, comment utiliser les filtres pour qu'il ne soit pas non plus confronté à un tableau qui ne peut pas forcément lire, comprendre, surtout lorsque c'est des nouvelles fonctionnalités comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas à ajouter, vous pouvez très bien, dans les dashboards, ajouter du texte, des vidéos, des liens, etc., pour aussi que les managers soient indépendants et confiants dans l'analyse et la lecture de ce genre de rapport. Parce qu'encore une fois, si on fait du reporting sur des choses intimidantes ou qui peuvent paraître intimidantes en tout cas ou complexes, c'est très important derrière de faire adopter ça par les managers et les utilisateurs. Complètement. Et dans HubSpot, du coup, donc Sarah l'a mentionné, vous avez les outils de Sales Analytics, comme je vous l'ai montré. Vous avez une bibliothèque par défaut de rapport. Je crois qu'il y en a près de 200. Elle est énorme, cette bibliothèque. Vous allez trouver à peu près tout ce que vous cherchez. Mais vous avez toujours aussi la possibilité de créer des rapports complètement par défaut pour ensuite construire vos dashboards vraiment en drag and drop derrière. Je vois qu'on a une question de Rosalie. Concernant l'analyse des documents consultés, peut-on mettre le lien du document dans un modèle d'email et avoir quand même l'analyse de chaque contact? Tout à fait. C'est ça justement l'intérêt, Rosalie. C'est de pouvoir intégrer les documents dans tous les emails, dans toutes les communications externes qui sont envoyées. Ça peut être dans les templates d'email. Et en fait, comme on envoie l'email à un contact, on aura du coup le tracking de l'email qui s'appliquera sur le document et on récupérera du coup cette info
Oui, et si tu fais un email, si vous faites un email groupé, Rosalie, par exemple, vous l'avez mis dans une séquence, ça part à plein de contacts, ça va demander, en fait, dès que la personne va cliquer sur le lien, l'email de cette personne pour justement pouvoir rattacher une visite à un contact et dire que tel contact a visité telle ou telle page et resté autant de temps sur telle page. Écoutez, on a dépassé un tout petit peu, mais j'espère que ça vous a intéressé. On vous a mis quelques ressources pour aller un peu plus loin. Donc, si on résume rapidement, SalesOps, c'est data, process, outils. Voilà, c'est vraiment le trinôme. Bon, bref. Trio. Le trio, voilà. Le trio qui fait le succès du SalesOps et reporting, évidemment. Les ressources du coup qu'on vous met à dispo, que vous pourrez télécharger pour aller un peu plus loin. Donc, la checklist pour faire l'audit de votre instance HubSpot. Donc, si vous avez déjà un HubSpot en place, que vous avez implémenté vous-même ou pour lequel vous êtes fait accompagner, ça fait quelques temps, vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment encore pertinent, etc., adapté, je vous encourage à télécharger cette checklist. On vous a mis le lien directement vers notre offre de support SalesOps parce qu'on sait qu'en fonction de la taille de l'entreprise, tout le monde ne peut pas se permettre d'intégrer une fonction SalesOps en interne et peut avoir besoin d'un coup de boost, entre guillemets, d'accompagnement SalesOps sur une durée de 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc, on vous a mis en avant un petit peu cette offre. Et autopromotion, mais c'est pas grave. Il y a quelques mois, j'avais fait un webinaire avec une autre collègue qui s'appelle Pauline sur l'adoption du CRM par les équipes sales, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'outils aujourd'hui, de mettre en place les processus dans l'outil, etc. Mais dans la directe continuité, comment on s'assure que c'est adopté et du coup que c'est rentable parce que ça représente souvent des investissements non négligeables. Peut-on l'appliquer à un autre CRM pour l'audit? Alors, de mémoire, c'est assez orienté HubSpot, mais je pense qu'avec un peu d'adaptation, on peut imaginer sur un autre CRM Oui, c'est des critères adaptés à HubSpot, oui, mais quand même génériques dans l'état de la base de données, les templates qui sont utilisés, les outils qui sont plugués au CRM, etc. Donc, la ressource est gratuite, vous la téléchargez, vous regardez un peu Thomas, mais oui, je pense que ça peut quand même s'adapter à d'autres CRM et d'autres outils de vente ou de market auto. Yes. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. On espère que ça vous a apporté des billes. S'il y a d'autres questions qui viennent après, si vous avez envie de bosser avec nous, ce serait avec plaisir, donc n'hésitez pas. Et si je ne m'abuse, vous recevez le replay, la présentation en follow-up très rapidement. Oui, exactement. Merci à tous. Bonne journée, bon appétit. Bonne journée. Au revoir. Salut.